et bienvenue dans Génération Méditerranée, l'hebdo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro qui nous éloignera un peu de la réalité pour nous rapprocher du rêve méditerranéen. C'est assez rare, l'utopie méditerranéenne comme utopie politique et donc culturelle. Pour mon invité, Jean-Guy Talamoni. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous êtes avocat, enseignant-chercheur à l'Université de Corse et ancien président de l'Assemblée de Corse. Vous nous direz comment la Méditerranée a influencé votre engagement politique, mais aussi votre parcours académique et universitaire. Mais avant cela, Jean-Guy Talamoni, pouvez-vous me dire ce qu'il y a de plus méditerranéen en vous ? Méditerranéen, bon, c'est vrai qu'on a un petit peu l'idée du méditerranéen, de méridionaux qui sont un petit peu irrationnels par rapport à la logique rationaliste du Nord. D'ailleurs, bon, vu du Nord, la Méditerranée est souvent regardée un petit peu avec désinvolture, fort condescendance. Ce ne sont pas des gens sérieux, ils sont un peu nonchalants, etc. Et surtout, ils ne sont pas rationnels. Bon. Et effectivement, cette rationalité particulière, parce que quand même, bon, c'est quand même la Méditerranée qui a inventé le logos. Mais bon, oui. Ça, dans le Nord, on l'oublie. Mais quand même, pour revenir un peu à cette manière de distinguer les deux, c'est vrai qu'il y a une ouverture de la Méditerranée à ce qui n'est pas seulement rationnel, à la spiritualité, à l'émotion, à l'imagination, tout ça. Et de ce point de vue-là, au rêve aussi. Bon. Moi, personnellement, je revendique ma part de rêve. Alors, dans quelle mesure justement, la Méditerranée a faççonné votre engagement politique. On retrouve le rêve ? Le rêve, bien sûr. Bon, bien sûr qu'il faut aussi être dans le concret. Oui. Mais je crois que de se départir de sa part de rêve, ce n'est pas une bonne chose. Et de vouloir aussi tout traiter par un raisonnement entièrement rationnel, fondé sur des opérations logiques, des calculs. Je pense que ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est beaucoup plus fin que ça. Et c'est vrai, la part de rêve dans la politique, c'est important. Et y compris la prise en compte de ces adhésions spirituelle dans la manière de faire de la politique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la conçois. Alors, on en reparlera plus en détail et avec beaucoup de prudence un peu plus tard dans l'émission. Mais quand on regarde cette Méditerranée avec les crises migratoires, environnementales, la crise au Proche-Orient, la montée des droites les plus extrêmes, et je ne parle pas là des idées, mais je parle des hommes, peut-on encore parler de communauté de destin ? Moi, je crois que oui, il y a une communauté de destin méditerranéenne. En tout cas, c'est un objectif. Et c'est un objectif qu'il faut maintenir, parce que je ne vois pas d'autre solution, de toute façon. Donc, la Méditerranée, elle a toujours connu le conflit, parce qu'il y avait des concurrences économiques, des concurrences en termes de croyances, de religion, en termes de civilisation. Donc, il y a eu des conflits très durs depuis toujours. Mais il y a eu aussi des civilisations qui sont nées de ces conflits. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase particulièrement tendue, nous le savons. Mais il faut, bien sûr, sortir par le haut. Et cela ne peut se faire que par le dialogue entre les peuples de Méditerranée. Alors comment, justement, rééquilibrer les rives nord et sud ? Alors, on les oppose souvent, mais... On les oppose. Moi, je crois que non seulement on oppose le nord et le sud de la Méditerranée, mais on oppose aussi le nord et le sud de l'Europe. Et au détriment, aujourd'hui, du sud qui est méprisé. Donc, et ça, c'est vrai que cela avait été repéré très, très tôt par Paul Valéry. Camus aussi a écrit là-dessus. Et c'est vrai que l'Europe a été un peu prise, je dirais, en otage par cette rationalité du nord, cette américanisation aussi. Ça avait été repéré par Simone Veil, donc avec un W, la philosophe, qui, dans une note au général de Gaulle, dit il faut injecter de l'esprit oriental. Donc, travailler sur l'Europe d'après la guerre. Et elle avait vu la difficulté, c'est-à-dire que l'Europe, c'était l'Europe du Nord et un déséquilibre total au détriment du Sud. Donc, aujourd'hui, déjà, je crois que la Méditerranée, elle doit contribuer à rééquilibrer l'Europe. Quant aux relations entre le Nord et le Sud, bien sûr, on sait, le Sud global et le Nord global, on sait ce qu'il en est aujourd'hui, il y a des problèmes qui sont extrêmement lourds, oui. De la même manière, quand le président Macron est venu le 28 septembre dernier en Corse, il a cité pas moins de 9 fois la Méditerranée comme cadre, comme horizon pour la Corse. On se souvient également de Nicolas Sarkozy, alors président de la République, lancé en 2008, ce qui devait être une grande union des États méditerranéens, 42-43 pays, l'Union pour la Méditerranée, qui est certes très active à travers des initiatives concrètes sur le terrain, mais qui n'impose pas de dimension ou de vision politique globale. On parlera de l'échelon territorial un petit peu plus tard, si vous le voulez bien. Mais quand on ne sait pas quoi dire au Sud,
on sort la carte Méditerranée comme joker. Et c'est dommage. Oui, comme joker, et puis c'est une manière aussi d'éluder, c'est vrai, c'est certains problèmes, et c'est quelque chose qui ne correspond pas à une vision politique réelle. Hein. Bon, peut-être que les hommes qui ont porté cette idée, Nicolas Sarkozy, peut-être c'était pas le mieux placé. Bon, personnellement, je crois que la question, elle est culturelle avant tout, parce que de toute façon, la question politique, c'est toujours une question culturelle. En tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy, par exemple, n'était pas forcément celui qui pouvait c'est l'homme idoine, hein, bon, quelqu'un qui dit que la princesse de Clèves, il faut être pervers pour la mettre au concours. Bon, c'était pas trop son truc, quoi, les choses de l'esprit. Et il me semble que c'est important lorsque l'on fait de la politique à ce niveau-là, et surtout s'agissant du problème dont on parle, c'est-à-dire la question de la Méditerranée, de son avenir. Je crois qu'il faut véritablement reprendre le problème et de l'Europe et de la Méditerranée, qui sont deux problèmes distincts mais liés, il faut les reprendre au début. L'Europe a été faite à travers un marché. Hein, bon, on fait dire à Jean Monnet, ben, je crois que c'est apocryphe, hein, si j'avais su, j'aurais commencé par la culture. Bon, il paraît qu'il n'a pas dit, mais enfin, il aurait pu le dire, parce que le fait de ne pas avoir commencé par la culture, en pensant simplement que l'économie allait entraîner, que l'infrastructure allait influencer la superstructure, bon, on s'est bien rendu compte qu'aucun patriotisme européen n'était né. Pour la Méditerranée aussi, je crois qu'il faut partir de la culture et des échanges culturels. On va en parler de la dimension culturelle. Mais est-ce qu'on retrouve ce schéma à l'échelon territorial avec une Méditerranée de tous les possibles, mais irréalisable dans les faits? Je pense notamment à la coopération en matière de transport qui avait été évoquée à un moment entre les Baléares et la Sardaigne, ou alors les questions de développement durable ou de marché économique. On n'y arrive pas. Alors, première réflexion, quelle est la place de la Corse dans cet ensemble méditerranéen, y compris avec nos voisins les plus directs? Vous avez fait partie, vous étiez membre de l'ancienne majorité, enfin de la majorité sous l'ancienne mandature. Alors, le bilan. Je crois que le bilan n'est pas bon. Et je crois que la méthode n'était pas bonne, si vous voulez. La méthode initiale, par exemple, les Médocs, les îles. Bon, les îles, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la politique de la Corse en matière internationale et en matière méditerranéenne. Parce que, bon, il y a des îles qui sont, bon, je les ai visitées, qui sont très, très intéressantes, mais qui sont assez loin de nous. Je pense, par exemple, aux Baléares. Bon, oui, très bien, c'est dans l'ère catalane, nous avons des relations avec les Catalans, mais en même temps, la Corse... Et à côté de ça, vous avez des territoires continentaux, par exemple la Toscane, et comment peut-on faire l'impasse sur les relations entre la Corse et la Toscane? Donc, je veux dire que cette clé des îles, hein, Médoc à l'époque de Jean Bagione, et puis qui a été repris, idée qui a été reprise telle qu'elle, donc par l'équipe actuelle, y compris d'ailleurs lorsque nous participions à la majorité, l'exécutif était sur cette position. J'avais moi, manifester ma désapprobation sur cette ligne unique. Les îles, oui, il y a des choses à revendiquer en commun, notamment des dérogations à l'Europe, notamment pour les transports, etc. Oui, sur les contraintes liées à l'insularité, on est bien d'accord, mais on ne peut pas faire de cette question insulaire uniquement, je dirais, le socle inébranlable de notre politique internationale. Donc moi, je suis pour diversifier et y compris parler à des territoires continentaux qui sont aujourd'hui très importants pour nous, pour des raisons historiques, pour des raisons géographiques, parce que la proximité, c'est important aussi. La deuxième chose, vous l'avez évoqué pour ne pas noircir complètement le tableau, c'est la culture qui voyage plutôt bien en Méditerranée, ainsi que la dimension académique, notamment à travers les universités. Et l'université de Corse, on le rappelle régulièrement sur ce plateau, joue un rôle dans ces échanges avec, entre autres, la chaire UNESCO Devenir en Méditerranée, dont vous êtes. Tout à fait. Alors, cette chaire donc, qui est portée par Sébastien Queneau, oui. Et je m'occupe d'un des cinq piliers, hein, donc... projet Paul Napoléon, qui également s'occupe d'ingénierie des processus institutionnels, constitutionnels. Bon, c'est intéressant par rapport à ce qui se passe, y compris au sud de la Méditerranée, hein, avec des démarches constitutionnelles dans le Maghreb. Donc, ce sont des choses qui sont très intéressantes. Donc, nous travaillons, nous, avec des Méditerranéens, du sud aussi, hein, qui participent à nos colloques, qui participent à nos travaux. Et je crois que là aussi, c'est un excellent début pour construire la Méditerranée de demain. Et encore une fois, on a vu en Europe qu'est-ce qui a fonctionné? Peu de choses. Peu de choses, bien sûr. Oui, l'Europe a été installée, le marché, ça a sans doute évité des guerres terribles, même s'il y en a quand même. Mais, oui, à la périphérie, mais voilà, plus de même dimension. Mais on voit bien qu'il n'y a pas eu de patriotisme européen, de culture européenne, sauf
Erasmus, oui, qui le vrai succès européen. Le vrai succès européen, c'est Erasmus, parce qu'on a mis des jeunes en relation, des jeunes européens. Bon, évidemment, je crois que pour moi, c'est la base. La base, elle peut être fondée sur l'éducation, sur la connaissance, sur la jeunesse, sur la culture. Et c'est ce que nous faisons donc à l'université et dans le cadre de l'UNESCO, parce que c'est vraiment, nous sommes vraiment, je veux dire, dans la ligne UNESCO, je veux dire, à tout point de vue, y compris d'ailleurs sur l'accès, la science ouverte, l'accès direct. Bon, nous sommes sur, je dirais, des démarches ouvertes, y compris sur ce que nous publions. Nous sommes vraiment dans cette ligne UNESCO. Je crois que véritablement, tout devrait commencer par là. Et la politique, elle commence par là. Ce sont des leviers éminemment politiques, les leviers culturels et scientifiques. Jean-Guy Salamon, restons encore un peu dans le monde de la culture et des mots. Vous avez consacré un de vos ouvrages à un poète écrivain, un philosophe, qui lie la Corse à la Méditerranée de la plus belle des manières. Il s'agit de Paul Valéry et c'est notre Zoom de la semaine. Alors, vous êtes l'auteur de Paul Valéry et la Corse, l'île que nous savons aux éditions Saint-Martial. Quelques mots déjà peut-être sur l'homme et sa vision de la Méditerranée. Alors, Paul Valéry, qui est en fait Paul Valéry, donc, oui. Dont on a oublié qu'il était corse, y compris en Corse d'ailleurs, mais surtout de l'autre côté de la mer. Corse par son père, qui est Bastiais, qui a été élevé à Bastia. Donc, c'est un lien tout à fait solide qu'il a avec la Corse. Et il a souvent parlé de la Corse, contrairement à ce que certains ont écrit. Il est venu en Corse, c'est vrai, peu, mais il a été reçu par les Corses de Marseille, de Paris, etc., de nombreuses reprises, et il a écrit. Il est en contact aussi. Il est venu aussi en Corse, mais ça a été relativement bref. Paul Valéry, il a une idée de la Corse, et une idée de la Corse dans la Méditerranée. Il dit, la Corse, c'est de la sur-Méditerranée. Alors il dit, voilà, que la Corse résume à elle seule tous les visages de la Méditerranée. Il parle de l'Attique, de l'Espagne, etc. Et il dit, la Corse résume, et il dit, c'est sa mission et sa vocation. Alors, bon, il faut voir ce qu'il y a derrière ces mots, mais je pense que le fait de dire que la Corse est de la sur-Méditerranée, ça devrait nous parler, parce que, compte tenu de notre situation géographique, de notre histoire, de notre participation à toutes les affaires méditerranéennes dans l'histoire, les conflits, les guerres, mais également des choses plus positives. La participation de la Corse, notamment, on sait, au monde étrusque, oui. Donc on travaille beaucoup sur la question, Jean Castelar en particulier avec son équipe. Bon, la Corse, c'est véritablement, alors de la sur-Méditerranée, oui, ça me convient, le mot de Paul Valéry. Comment on pourrait appliquer la pensée de Paul Valéry aujourd'hui, avec les crises qui traversent la Méditerranée ? Alors, Paul Valéry, d'abord, ça a été sans doute un des premiers à voir le déséquilibre nord-sud de l'Europe se mettre en place. Parce que très tôt, il a dit, bon, là, on va vivre à l'heure du Nord. Et il dit, mais enfin, tout est né, finalement. Bon, alors évidemment, lui, il plaidait pour la Méditerranée. Il dit, tout est né sur les rives de la Méditerranée. Et aujourd'hui, on la traite avec condescendance. Et ce déséquilibre a été vraiment critiqué par Paul Valéry, avant de l'être par Camus, avant de l'être par d'autres auteurs plus récemment. Mais c'est vrai que ça, c'est bien vu, parce que finalement, tout ce que nous avons vu comme évolution, jusqu'à la crise et le paroxysme de la crise grecque, oui. Donc avec l'humiliation déterminée de la Grèce par l'Allemagne, sachant ce que la Grèce a apporté quand même à l'Europe, qui était essentiel, donc la Grèce antique. Mais bon, c'est quelque chose que Paul Valéry finalement avait pressenti, et il a de ce point de vue une vision. Alors une vision de la Méditerranée, oui, lui, une machine à fabriquer de la civilisation, oui. Il dit. Et c'est vrai, une machine à fabriquer de la civilisation à travers les relations parfois conflictuelles, mais parfois autres que la Méditerranée a connues. Et ce croisement des civilisations, c'est à la fois problématique et c'est à la fois une chance. Donc nous devons tout faire. Alors nous, la Corse à son petit niveau, même si Paul Valéry dit que nous résumons les différentes facettes de la Méditerranée, mais nous, à notre niveau, nous devons, je crois, nous positionner de façon à participer à une interface entre le Nord et le Sud. C'est ce que nous faisons d'ailleurs, c'est vrai, dans le cadre universitaire, parce que nous travaillons avec des chercheurs de l'ensemble de la Méditerranée. Et je pense que, encore une fois, tout devrait commencer par là pour établir des relations différentes. Jean-Guy Salamon, nous avons encore un petit peu de temps et j'aimerais qu'on finisse sur l'actualité méditerranéenne de ces dernières semaines. On commence, si vous le voulez bien, avec l'Espagne que vous connaissez bien et qui a enfin
un gouvernement avec à sa tête le socialiste Pedro Sánchez, confirmé dans ses fonctions par le Parlement le 17 novembre dernier. On voit là la photo de famille du cabinet. Pour se maintenir au pouvoir, le Premier ministre sortant a payé le prix fort. Vous me direz ce que vous en pensez. Une loi d'amnistie pour les sécessionnistes catalans qui lui a assuré donc les voix des partis indépendantistes. Une loi qui est loin de faire l'unanimité, notamment du côté de la droite, de l'extrême droite, ainsi que de la magistrature. Conséquence, vous le voyez là encore, des manifestations sont organisées un peu partout dans le pays pour protester contre cette loi. Alors, ces images ont été captées le 12 novembre dernier. Près de 2 millions de personnes seraient descendues dans la rue selon les organisateurs, 450 000 selon les autorités. Ça, on retrouve les équilibres nord-sud presque, j'ai envie de vous dire. Jean-Guy Talamann, vous étiez, présent en Catalogne lors du référendum de 2017. Alors, je vais vous demander peut-être déjà un premier mot sur l'accord qui a été trouvé entre Madrid et Barcelone. Est-ce que ça implique, selon vous, pour l'avenir de la Catalogne? Alors déjà, peut-être sur cette phase, sur cette séquence politique qui a duré plus de 4 mois et voilà, qui a fini par une loi d'amnistie, a priori. Oui, voilà, mais ça commence pas il y a 4 mois. Non. ça commence ouais, depuis des années, des décennies, et des siècles même. Mais enfin, essentiellement, le 1er octobre 2017, quand même, il y a eu un référendum. D'ailleurs, nous étions à Barcelone comme observateurs internationaux. On vous a vu à l'image. Et donc, c'était véritablement un monde très important qui a montré que les Catalans, majoritairement, parce que ce référendum a été véritablement fait dans des conditions tout à fait, je dirais, correspondant aux standards internationaux, les Catalans ont voté pour l'indépendance. Alors, à partir de là, il y a eu une répression extrêmement forte de la part de Madrid. Et donc des personnes qui se sont retrouvées donc, en exil, comme le président Puigdemont, d'autres en prison, etc. Bon, aujourd'hui, évidemment, si on veut trouver une solution à ce problème, évidemment que là aussi, ça ne peut commencer que par des négociations, par un dialogue. Et c'est ça le plus important. Alors, bien sûr, l'amnistie, c'est la moindre des choses, parce que les personnes qui sont poursuivies, ce ne sont pas des bandits, hein, ils ont simplement organisé un référendum. Ils ont permis à des personnes d'aller voter. On a vu, le 1er octobre 2017, des femmes et des personnes âgées ensanglantées parce qu'elles allaient déposer un bulletin dans une urne. Oui. Donc là, il faut véritablement revenir à la raison et il faut engager des discussions, parce qu'il y a l'amnistie et il y a bien sûr les négociations qui vont être menées pour trouver une solution. Quelle est la suite? Quel est l'avenir de la Catalogne? Moi, je pense que l'avenir, c'est l'indépendance de la Catalogne, évidemment, puisque les Catalans le désirent. Et ils l'ont montré par leur vote, et je pense qu'ils sont prêts à le montrer à nouveau par un vote dès l'instant où Madrid donne l'autorisation. Si Madrid était persuadé que les Catalans ne voteraient pas pour le oui, il ferait comme les Britanniques, comme il ferait comme les Anglais, donc vis-à-vis des Écossais il y a quelques années. Ils ont failli avoir une surprise d'ailleurs. Ils étaient tellement sûrs de gagner, finalement, ça a été un peu plus juste que ceux qui pensaient. Mais les Madrilènes ne veulent absolument pas d'un référendum. Donc aujourd'hui, il va falloir que les négociations avancent. En tout cas, c'est une situation inédite, intéressante, même un peu surréaliste, puisqu'on voit le gouvernement espagnol qui tenait à quelques voix d'indépendantistes, et pas de tous les indépendantistes, puisque notamment Esquerra Republicana et les Basques aussi, donc indépendantistes, avaient annoncé leur soutien. Et Puigdemont a négocié de manière intelligente, je crois, à suivre de près. À suivre de près. Très rapidement, si je puis dire. L'Espagne apparaît aujourd'hui comme elle a été qualifiée de voix la plus pro-palestinienne en Europe par le site d'information El Confidencial. Je ne vais pas vous demander de commenter l'actualité du conflit entre Israël et le Hamas. Ce ne serait pas sérieux puisque l'évolution de la situation se joue minute après minute. Simplement, vous vous êtes prononcé pour une solution à 2 États. Est-ce que c'est, selon vous, encore envisageable? C'est un peu banal, parce que nous sommes sur une position qui est celle de je crois, tous les gens, à peu près raisonnable. Alors après, il y a aussi des observateurs qui sont plus malins que les autres, des experts qui sont toujours des prophètes démentis, mais qui disent, mais enfin, c'est pas sérieux de dire ça, on voit bien que ça n'est plus possible. Mais alors, qu'est-ce qui est possible? S'il n'y a pas de solution à 2 États, il n'y a rien de possible, sauf l'horreur, toujours recommencer. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc, seule une négociation
solution menant à 2 États pourra permettre de sortir de l'ornière. Et encore une fois, les oiseaux de mauvaise augure qui disent non mais ça n'est pas possible, je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas les écouter, il faut essayer d'avancer encore une fois. Jean-Guy Talamogne, c'est l'heure de la bande originale. Et vous avez choisi une chanson qui, rien que par son titre, balaye toute la Méditerranée du sud-est au nord. C'est Chiroku d'Etia Magalhães. Pourquoi ce choix? J'adore cette chanson. Et puis, j'ai une amie, Doumé Prosperi, qui a participé à cette chanson. Avec une très belle parole et une très belle musique, une très belle voix. Je suis fan. C'est vrai. Parce que ça embrasse, en fait, c'est ça, c'est l'idée de réunir toute la Méditerranée. Je crois. Et puis c'est aussi vraiment la Corse, ça porte à la Corse. Oui. Hein, donc, oui. Dans cette Méditerranée qui est notre mère, comme disait Paul Valéry. Hein, oui. la Méditerranée, c'est ma mère. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est notre mère. C'est ma mère comme la mère. Très bien. Jean-Guy Talamogne, merci de m'avoir accompagné durant cette émission. Alors, je rappelle le titre, Paul Valéry et la Corse, l'île que nous savons, aux éditions Samarce, qui est très, très agréable à lire. Et puis, on apprend plein de choses aussi sur l'auteur et sa vision. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement, toujours sur France 3 Corse via Stella. Et si on vous manque, il y a le replay sur la plateforme France.tv. Merci, salut.